Alors, donc, on va en fait présenter un peu notre expérience sur l'implant de Carval, sur les études que l'on a fait. Oui, donc en fait, juste pour rappeler que jusqu'aux derniers implants qui sont arrivés, l'implantation en absence de support capsulaire était toujours une situation délicate. Bon, on avait l'artisan en rétro ou en prépupillaire, la technique d'implantation par implant structurel à l'iris aussi, mais avec des suites inflammatoires que l'on peut retrouver quelquefois. Et les fixations sclérales, avec les techniques de premier SPA Garwal en 2007, qui avait décrit la technique en insérant un implant en 3 pièces au travers des sclérotomies et une internalisation des aptiques. Puis il y a eu d'autres techniques qui ont suivi, dont la technique de Yamame. Donc est arrivé ce nouvel implant qui n'est plus si nouveau, l'implant Cardeval, qui est un implant hydrophile. Je vous passe un peu les caractéristiques techniques. Surtout l'intérêt, on a une amplitude en dioptrie qui est assez intéressante pour implanter nos patients, et surtout par une incision de 2,2 à 2,7 mm. Donc on a évalué cet implant chez les patients opérés de 2019 à 2022. Il y avait 75 yeux opérés en implantation secondaire et évalués à 1 mois et 3 mois. Donc les patients avaient bénéficié d'une vitrectomie 25 ou 27 gauges. Et nous, en fait, on utilise la technique des volets scléraux. Et à la fin, on ferme le volet scléral et la conjonctive avec de la colle biologique. Donc les patients ont été suivis pendant une période en moyenne de 10 mois, et on avait évalué les résultats réfractifs pré- et post-opératoires, un montage endothélial réalisé en pré- et post-opératoire. Quand on regarde les principales causes de l'utilisation d'implants, c'est surtout dans les chirurgies cataractes compliquées de rupture capsulaire dans la moitié des cas. Dans un tiers des cas, c'était des patients, notamment des myopes forts, qui luxaient leur implant avec le sac ou sans le sac. Et quelques cas de subluxation de cristallin et un cas de cristallin ectopique dans le cadre d'un marfan. Voilà, donc la technique avait été présentée dans les différentes vidéos. L'injecteur, que je trouve de très mauvaise qualité, on en reparlera après en discussion. Donc l'injection se fait par un volet scléral, par une incision de 2,4 mm. Après avoir fait des volets scléraux, on récupère l'aptique. Puis on externalise une aptique. Donc le caractère hydrophile de l'implant fait que les aptiques sont très fragiles. C'est pour ça que le fabricant nous envoie systématiquement 2 implants. Il y a la nouvelle version de l'implant qui est sortie chez un concurrent, mais avec la même géométrie, et qui a eu des petites améliorations dont on pourra discuter plus tard. Donc voilà, on externalise les aptiques, puis on ferme en fait nos volets scléraux et la conjonctive en tissu colle. Voilà, c'est une habitude que j'avais pris à Rouen aussi, d'utiliser le tissu colle dans la chirurgie oculaire. On a gardé que je trouvais assez intéressant. Donc c'est 75 yeux, donc un âge moyen de 70 ans. L'incision moyenne était de 2,7 mm, un tiers des patients avaient une incision de 2,2 mm. Il y a eu recours, on a fait des incisions cornéosclérales de 6 à 8 mm dans 3 cas chez des patients qui avaient des implants monoblocs en PMMA rigide qui tombaient au fond, souvent des patients de l'étranger. Et donc c'est des implants qui étaient assez compliqués à explanter par des petites incisions. Donc en termes d'acuité visuelle, donc on observe une amélioration significative de l'acuité visuelle donc à 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau résultat de la réfraction en équivalence sphérique. On se retrouve avec une équivalence sphérique en post-opératoire de 0,8 dioptrie. C'est vraiment, quand on pense aux artisans composés et l'astigmatisme induit par la chirurgie, là, la kératotomie moyenne pré- et post-opératoire, elle est inchangée de façon significative, et la perte endothéliale du post-opératoire, elle est non significative. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, et donc maintenant c'est un peu l'implant qu'on utilise de référence. Pour les complications péropératoires, et il peut y en avoir avec cet implant, d'abord on a la luxation de l'implant. Lorsqu'on lâche une aptique et que ça tombe au fond, il ne tient que par une aptique, mais on peut récupérer l'aptique juste en mettant au point
au niveau du fond d'œil pour récupérer la petite. Lorsque les deux appuis tombent, il faut aller pêcher l'implant. Deuxième complication, et qui était plus fréquente avec l'implant de première génération, c'est la rupture de l'aptique. L'implant étant en acrylique hydrophile, l'aptique, lorsqu'on l'externalise au travers de la sclérotomie, elle pouvait se sectionner lors de l'externalisation, ou quelquefois, comme l'a dit Youssef, lors de l'injection, car en fait l'injecteur, le piston est en mousse, et quelquefois l'aptique se retrouve bloqué dans la cartouche avec le piston en mousse. Et donc, là, la fois où ça m'était arrivé, j'ai dû changer l'implant parce que j'avais sectionné l'aptique. Donc, en cas de section d'une aptique, il est possible, bien sûr, de le suturer à la sclère avec un prolène 10-0 et d'éviter à explanter, réimplanter avec le deuxième implant. Voilà, donc la durée moyenne de la chirurgie était 55 minutes, rien tout dépendait de ce qu'on faisait. Les complications post-opératoires qu'on avait retrouvées dans les 3 mois sont principalement la survenue d'un œdème de cornée, dans 10% des cas, l'œdème maculaire cystoïde, non négligeable, ils font des Irvingas facilement en post-opératoire, et la survenue d'une hémorragie intravitréenne dans 2 cas. On a eu 2 cas de décollement de rétine, c'était comparable au taux de chirurgie courante de vitrectomie, une déchirure, et la dispersion pigmentaire. Et on a eu un cas d'opacification de l'implant, mais non immédiate, c'était survenu dans les 6 mois. C'est un patient qui avait eu un décollement de rétine et surtout un tamponnement par en post-opération. Donc les avantages de cet implant sont assez intéressants. Donc l'implant est stable, vous pouvez mettre derrière du gaz, du silicone, ça ne bouge pas. Il est toujours centré et surtout on a de très bons résultats réfractifs chez des patients avec une réfraction cible qui est vraiment d'une précision, on va dire, de chirurgien de réfractif, et il est non astigmatogène. Donc il est utilisable bien sûr en absence d'iris chez des patients anirides ou dans le cas d'un traumatisme. Bien sûr reste la problématique du lâchage d'aptique et les complications post-opératoires qui sont limitées et qui sont d'être corrigées par le nouvel implant, la version 2 de l'implant. Donc voilà, juste pour au niveau de la littérature, on voit qu'on retrouve principalement ces complications que sont l'œdème maculaire post-opératoire, avec nécessitant une corticothérapie plus longue et éventuellement une injection, les hémorragies et l'hypertonie oculaire. Donc cet implant, la Carleval, dont on va discuter, est bien toléré par la plupart des patients. On observe une nette amélioration fonctionnelle et significative, et les complications sont peu importantes, mais sont à discuter. Merci Monique. Est-ce qu'il y a des questions sur Pierre? Oui, Monique. Alors, 2 choses sur la première série, c'est très intéressant, sur les 27 et non, on va pas. 25 gauche. Voilà, j'ai amené pris cette grosse et qui est plus clair. Non, le 25 gauche était pas vitrectomie. Il était vitrectome simple. Le 27 gauche était en delay. Parce qu'on a essayé les deux, et quand on a vu le délai de vitrectomie en 27 gauche normal, donc on a essayé le 27 uniquement. On va voir. Avec un apport considérable pour diminuer les microtractions. C'est une efficacité énorme. On est d'accord là-dessus. Alors, la deuxième question pour les Carleval, c'est magnifique, c'est si on a 9% d'œdème maculaire cystoïde, l'enflux de sa réintervention, parce que c'est toujours des yeux multi-opérés qui ont été vitrectomisés 10 ans avant, qui ont tombé à l'implant, des complications. Quelle est la gestion post-opératoire thérapeutique? Ça veut dire combien de temps tu mets des anti-inflammatoires non stérilisants, du Diamox, parce qu'il y a des gens à 2 mois, 2 mois et demi, ils arrêtent tout. Au 3e mois, ils tombent à 2 dixièmes, il faut essayer de récupérer la bouquette. En pratique, on un œdème maculaire à 1 mois de la chirurgie, on met en route des anti-inflammatoires corticoïdes, stéroïdiens et non stéroïdiens et du Diamox. Et si au bout d'1 mois, en général c'est résolutif,
Mais si vraiment ça ne c'est pas réductif, il faut passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est une injection de corticoïdes. Après, c'est différent. Oui, ça c'est pour le traitement. Mais pour éviter, combien de temps tu laisses en post-opératoire du méchant? Ça doit assez bien. Ah, bah, le durée, on va attendre entre 4 et 6 semaines. Ça les plus. 6 semaines, ouais. En salle. Mais Moi, je vais faire très attention. J'ai le lien sur la quantité inflammatoire au début stéroïde, pour aller à mois et demi, donc des suffisants. Mais après, je laisse 3 mois sous un docolir en espérant qu'il le fasse. C'est peut-être la solution, peut-être qu'on ne met pas assez de corticoïdes au long cours. Ouais. Peut-être qu'il faudrait peut-être allonger pour diminuer le risque d'œdème dans ces chirurgies-là. Non stéroïde. Oui, mais c'est comme en BCD. Non, mais c'est peut-être la solution. J'ai peut-être une solution pour ça. J'ai fait prêter par Regensen, qui est une société qui fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est de l'eau hydrogénée. Alors ce procédé est assez extraordinaire parce qu'il est utilisé actuellement dans la suite des greffes cardiaques et il est déjà utilisé en post-faco et en post-chirurgie qui donne un gros caractère inflammatoire. Et ce procédé réduit l'inflammation de façon assez extraordinaire. Alors, j'ai négocié, Chambéry va l'avoir et Nantes aussi va l'avoir. L'appareil vaut 3 000 € à peu près, et s'il est vraiment, ce qu'ils leur disent, c'est un extraordinaire anti-inflammatoire, et en même temps, c'est anti-apoptotique, ça a beaucoup de qualité. Par contre, le gars veut le vendre en eau de boisson, ce qui n'est pas une bonne idée, en traitement. Je pense que c'est vraiment un avenir intéressant dans le traitement. Non, c'est à moi. là, oui, la batterie, ça J'ai une remarque à faire sur la présentation de Thibaut. Tu as précisé à la fin de ta présentation que les anses, il y avait souvent une lise sclérale sur les anses, et je suis assez d'accord avec toi, et avec un an de recul, même en ayant fait des pochettes soigneuses, même en ayant suturé les pochettes, à un an, je vois apparaître les anses chez pratiquement tous les patients. Donc ça, je pense que c'est quand même peut-être quelque chose pour lequel il faudrait, je ne sais pas si c'est quelle est la position du labo par rapport à ça, si ça va se terminer par des effractions conjonctivales, si on va être obligé de faire des greffes de patch scléral comme tu l'as fait pour les patients, je trouve ça quand même un peu inquiétant. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi vous autres qui font cette présentation, ce genre d'observation. En tout cas, j'en ai parlé au laboratoire qui m'a dit que fallait faire plus de sutures encore sur les pochettes pour générer de la fibrose. Je ne crois pas avec le recul que j'ai. Tu parles bien de pochettes, donc l'incision transverse, et tu internalises, tu fais des pockets, quoi. D'accord. Parce que nous, en fait, dans notre expérience, j'ai fait 1 ou 2 fois des pockets, et en fait, ce que j'avais constaté, c'est que l'anse avait tendance un peu à pincer et à ressortir un peu. Et alors qu'en faisant un volet scléral, comme pour une trab, et en mettant bien la petite recouverte avec le volet, on n'a pas eu ce problème-là. Je me pose la question si ça ne vient pas avec l'idée de faire des pockets qui favorisent un peu plus l'externalisation. C'est ce que j'avais demandé à Camille, justement. Dans ta série, il y a moins d'extériorisation de risque, mais vous faites que des volets. On fait que des volets, voilà. Et on ferme avec des tissus-colle. Avec les pockets, on a plus d'extériorisation. Deuxième point, pour injecter un carnéval, il y a aussi la manière pour injecter le cortisol complètement en chambre antérieure, c'est-à-dire sur les risques. Et puis là, on a plus de contrôle gestionnaire. Alors, ça c'est ce que je fais. Mon associé, il fait exactement ce que tu fais. Il injecte tout en chambre antérieure, puis avec 2 pinces, il sort les... Et troisième chose, moi j'ai aussi une complication, c'est quand le thé, il sort, mais avec tout le thé, il sort. Et là, c'est très difficile aussi de le réintégrer. Et là, la solution, c'est d'aller avec le crochet et taper sur l'implant lui-même au centre, mais de façon très forte, pour qu'il se réintègre complètement. En fait, le thé, il sort, mais de façon importante. Du coup, c'est très difficile de réintégrer. Vous voyez, et donc il faut d'appuyer sur le centre de l'implant pour le remettre en place. Il est assez solide. Alors moi j'ai pareil, je faisais des poches, et j'arrête de faire des poches, je fais des volets, et avec les poches, moi j'ai aussi un peu de gros problème d'hypotonie. On revient sur l'hypotonie sur les poches, parce que je pense que ça fuit plus.
Ouais, moi je suis furie, mais malgré tout, je trouve que ça fume. Je préfère, moi je suis en deux volets, là, parce que je trouve que c'est plus joli de faire des poches, que ça a plus classe, mais le volet, ça marche.